Valérie a rendez-vous avec Jorg, son responsable scandinave peu porté sur les émotions. Un prince saoudien, Sultan Al-Wafid Al-Hamsa, qui semble attiré par Valérie, est également présent. Il apprend qu'une attaque d'envergure se prépare contre la ville et obtient l'accès à HSS, un système IA de pointe lui permettant de réaliser des simulations qui l'aideraient à anticiper l'attaque. Mais l'IA ne révèle rien d'intéressant, et Valérie finit par considérer que cette attaque pourrait être planifiée par des éléments internes à Neom, sans toutefois comprendre leurs motifs. De nouveau dans une Jeep à chenilles, Valérie glisse à 70 km/h en direction de l'unité vétérinaire où est stationné le bataillon d'autruches. Le soleil n'est déjà plus à son zénith, les dunes autour de lui prennent des teintes orangées. Elles font penser à des glaces au caramel dont les éclats de cacahuètes, à la surface, sont en réalité des roches grises et coupantes. Après s'être identifié sur le système de la Jeep, il appelle Jorg pour lui faire un premier rapport. Ce dernier décroche au bout de 3 sonneries. Étonnamment, il parle d'une voix douce, presque cajoleuse. « Ah, Valérie, j'espérais vraiment ton appel. J'ai fait un certain nombre de simulations. Rien ne colle. » « C'est bien ça le problème, » rétorque Jorg, qui a probablement demandé un résumé de la session de Valérie au système. « On ne va pas avoir assez d'oiseaux. Si une attaque de grande ampleur a lieu, nos effectifs seront insuffisants. Nos autruches seront blessées. Certaines tuées. » De l'autre côté du fil, quelque part dans Neom, Jorg demeure silencieux. Valérie connaît assez bien son supérieur pour ne pas le relancer. Il attend, tandis que le désert continue de défiler. Finalement, Jorg demande. « C'est une certitude statistique ?» Et Valérie confirme, comprenant que le Norvégien espérait une bonne nouvelle. Jorg est taillé pour les moments où les systèmes ont des bugs que l'on peut corriger. Il n'est pas équipé pour faire face à de tels imprévus. Ce qu'il attend de Valérie, en réalité, c'est bien de régler les problèmes dans le monde réel, mais Valérie ne peut pas commander de nouvelles autruches et, de toute façon, il manquerait de temps pour les former. « Je vais réfléchir, je te recontacte, » répond Jorg, dans un semblant de professionnalisme managérial qui cache mal son angoisse. Les cases cylindriques en matériaux composites, à toit de paille, se dessinent enfin sur la ligne d'horizon. Valérie se demande si les autruches pourraient talonner sa Jeep à cette vitesse. Ces remarquables oiseaux peuvent réaliser des pointes à 90 km/h, mais ces chiffres ont été enregistrés sur des sols durs qui permettent à leurs longues et souples pattes une restitution d'énergie optimale. Dans le sable meuble et velouté, leur vitesse de pointe n'a jamais dépassé les 60 km/h. « On n'attendait pas votre visite, » dit un Indien en gandoura blanche par-dessus laquelle il a enfilé un gilet beige à nombreuses poches qui contiennent toutes sortes de gadgets médicaux, dosettes désinfectantes, bandes, petits ciseaux à bourron. Kamal est l'assistant du vétérinaire en chef que l'on voit rarement à Al-Usha, l'unité des autruches. Valérie ne relève pas. D'un strict point de vue hiérarchique, il n'a pas à annoncer ni à justifier sa visite auprès de l'équipe soignante. En journée, les cages des oiseaux sont ouvertes. On ne les ferme que certaines nuits, lorsque les jeeps ramènent les autruches ivres après une opération ou un exercice. Les grands espaces de béton tapissés de paille dans les recoins deviennent alors des cellules de dégrisement pour les oiseaux qui peuvent avoir le sommeil agité, se battre ou être tentés de s'enfuir. Pour le moment, toutes les autruches ont l'air sages. Une bonne moitié d'entre elles dort encore, d'autres se dégourdissent les jambes, à l'ombre des cases ventilées, en partie ouvertes sur l'étendue brûlante du désert. J'ai un oiseau qui a reçu un coup sur la tête hier. Un mâle. Il avait l'air mal en point. « Oui, nous l'avons soigné. Vous voulez le voir ?» Kamal a un sourire faux. Il est évident que Valérie a troublé son calme, l'a empêché de déambuler entre les autruches avec ses ciseaux et sa bande adhésive, de prétendre être indispensable. À cette heure-ci, les seuls à être indispensables aux oiseaux sont les Pakistanais qui remplissent les mangeoires de feuilles et de graines et les abreuvoirs d'eau. Le mâle à cou blanc est tapi au fond d'une cage, seul, la tête enfouie dans une aile. Valérie fait signe à Kamal de rester à l'extérieur de la cage, il n'a pas envie d'entendre son baratin. Il approche doucement de l'oiseau, à pas volontairement sonores pour ne pas le surprendre. Sur son chemin, 2 autruches femelles en pleine santé se réveillent et le regardent, leurs petites têtes tournant lentement sur l'axe de leur long cou, comme des caméras à détection de mouvement. « Salut mon ami, comment tu vas ?» Valérie parle en ukrainien, bien conscient que les oiseaux ne comprennent pas une langue humaine plus qu'une autre. Le gros tas de plumes remue, puis lentement,
Une tête bandée en émerge. Une fine tache rouge est visible dans l'entrelacs blanc du sparadrap enroulé autour du crâne de l'animal, et Valérie se demande si elle provient de l'impact qui lui a ouvert la tête, ou si elle fait suite à une quelconque opération. Il caresse le cou de l'autruche apeurée qui tressaute après plusieurs secondes de délai, comme si l'information de la douce pression des doigts de son commandant mettait plus de temps que d'ordinaire pour parvenir à son cerveau embrumé. C'est un sentiment étrange que ressent alors Valérie. Lui, qui ne s'était jamais posé la question de son affection pour ces autruches, les voyant uniquement comme des troupes qui lui occasionnent de la fatigue cérébrale chaque fois qu'il doit les commander, éprouve soudainement une affection immense pour cet oiseau pitoyable, au crâne bandé et au regard vitreux. Le combat rapproché, la guerre en général, nous semble injuste. Nous voudrions que l'ennemi se laisse battre ou tuer, plutôt qu'il réplique et blesse, estropie ou tue nos camarades. Valérie, brûlant de colère, se relève pour laisser l'oiseau dormir. Il a la surprise, en se retournant, de constater que 5 autres autruches sont entrées dans l'enclos pendant qu'il caressait le blessé. Elles lui font une haie d'honneur, accompagnées par les 2 femelles qui étaient présentes à son arrivée, 3 d'un côté, 4 de l'autre, parfaitement alignées, au garde-à-vous. Il jurerait voir dans le regard des oiseaux de la compréhension. Ces autruches aussi ont la rage au cœur. Elles attendent ses ordres, prêtes à distribuer un châtiment féroce. Il cligne rapidement des yeux pour s'assurer qu'il n'est pas en train d'halluciner. C'est absurde, pense-t-il. Kamal vient briser ce moment solennel en gueulant un commentaire depuis l'entrée de l'enclos. Très intéressant, un comportement coordonné, alors qu'on n'a pas activé leur puce. Il faudra que je fasse un rapport. Valérie a toujours la sensation que les oiseaux le comprennent, qu'en cet instant, il pourrait leur commander de réduire Kamal en charpie. Les coups de patte des autruches, s'ils ne sont pas dosés via les ordres électriques des implants dans leur cerveau, éventrent facilement un homme. Leurs griffes laissent des plaies béantes, grotesques, sur les torses suppliciés des victimes. On ne le soupçonnerait même pas. Il n'avait pas son émetteur sur lui, les puces n'étaient pas activées. Un accident. Les officiels commanderaient-ils alors l'exécution des oiseaux? Seraient-ils capables de mettre fin au programme, de le renvoyer, pour un sbire aussi inutile que Kamal? Il décide que ce n'est pas le moment de tester la limite. Pas pressé de retourner dans son unité d'habitation, Valérie aimerait tourner dans le désert sans but, assis dans une Jeep. Tourner dans le vide. Mais les trajectoires des véhicules sont enregistrées et il finirait par attirer l'attention sur lui. Alors, il s'assied au bord de la case, les pieds dans le sable chaud. Des autruches viennent s'asseoir autour de lui, comme si elles montaient la garde. Ce comportement n'est pas étonnant de la part des oiseaux, se dit-il. Ils ont fait corps contre l'ennemi. Valérie repense à Serhei, au tandem de snipers qu'ils avaient formé pendant la guerre. Quand ce dernier pissait à 2 mètres de leur emplacement et que le vent charriait l'odeur de son urine, dans laquelle Valérie pouvait lire le niveau de fatigue, de stress et de déshydratation de son binôme. 2 semaines au même endroit, à vérifier une station essence qui n'intéressait pas l'ennemi, à se retenir de tirer quand ce dernier finissait par appliquer en fanfare, avec des blindés et des dizaines d'hommes, pour détruire le bâtiment. Rester cachés pour échapper aux drones, ces messagers d'une mort certaine. Dans chaque opération, et elles avaient été de plus en plus foireuses, ils étaient restés soudés, n'avaient plus fait qu'un. Ils avaient respiré, mangé, s'étaient évadés dans leurs souvenirs lointains, silencieux. La seule chose qu'ils avaient fait séparément, ça avait été de dormir. Et ils avaient survécu ainsi, jusqu'à ce que la guerre soit déclarée finie, que les Russes récupèrent les terres qui les intéressaient, que tout cela ait été fait en vain. Ils avaient encore été ensemble pour apprendre la mort de nombre de leurs amis, car ils avaient été assez malins pour ne pas consulter leur messagerie en opération, poussant la discipline jusqu'à se retenir de le faire durant leur brève permission. Sur ce sujet aussi, ils avaient été raccords, tout le monde crevait, trop y penser risquait de vous faire abandonner vos derniers réflexes de survie. La séparation avait eu lieu avant les adieux formels. Il avait senti que Serhei était passé à autre chose, qu'il pensait déjà aux compagnies militaires privées où il comptait se faire recruter. Pourquoi pas chez les Russes d'ailleurs, s'ils payaient bien. Aucun des deux n'en voulait aux Russes. La guerre avait fait en sorte de tout rendre impersonnel, les querelles politiques d'avant ne résonnaient plus dans leurs souvenirs que comme des discussions de repas trop arrosés, des obsessions de femmes et de vieillards qui n'avaient pas eu à payer de leur sang, leurs idées arrêtées. Il s'était pris dans les bras, Valérie avait senti la chaleur et le rythme cardiaque de son camarade une dernière fois. Le corps de ce dernier avait été comme vacant, son esprit réquisitionné par un avenir hypothétique.
Valérie avait attendu que le bus de Serhey soit parti pour laisser aller ses larmes. Sur le trottoir n'était restée qu'une vieille, qui avait cru qu'il pleurait en souvenir des traumatismes de la guerre. Elle l'avait qualifié de héros, croyant le rassurer. Il s'était retenu de lui briser la nuque, ce qui lui aurait offert une chance de pleurer pour de bon, seul. Mais c'était des choses à ne pas faire en temps de paix, alors il avait tourné les talons, séché ses larmes, et il avait regretté toute cette scène. De retour dans le vaste monde, comme simple individu, il avait pris son billet pour l'Angleterre. La sécurité privée payait encore assez bien dans ce pays, et le niveau de violence était à peu près navigable pour un professionnel de sa trempe. Il s'était procuré une arme à feu sur le marché noir, illégale mais pratique pour faire face à des menaces équipées de bâtons et de machettes. L'Europe lui avait fait la même impression de chaos et de déliquescence que son pays détruit, sauf constitué à un rythme moins effréné. Les infrastructures et les services étaient meilleurs, mais tout se dégradait bien vite. Il avait eu l'impression de se détendre, quelque peu, apprivoisant ses réflexes de solitaire. On ne vit pas au jour le jour en Europe. On existe à horizon 1 an, 5 ans, 10 ans, parfois même plus. Tout le monde sentait bien que le navire était en train de sombrer, mais tout le monde n'était pas exportable. Les Russes avaient d'ailleurs ouvert grand leurs bras aux dissidents, aux fuyards, mais ceux qui étaient partis à l'Est étaient une minorité. Au fond, les gens rêvaient encore de Dubaï, ou mieux, de Neom. Lindsay faisait partie des rares personnes à ne pas prêter attention au chaos, à continuer d'apprécier sa vie d'étudiante tardive, qu'elle finançait en jouant à la barmaid tard le soir. Elle passait ses semestres de psychologie au rythme où elle l'entendait. À 27 ans, elle n'avait validé qu'un bachelor, mais elle n'excluait pas de finir PhD. À quoi ça va te servir? Les IA battent déjà tous les psychiatres. C'est le prestige. On respecte encore les docteurs. Il n'avait rien trouvé à redire, ce qui participait du charme de la belle rousse. Il arrivait qu'il n'y ait rien à redire après qu'elle ait parlé. Quand l'opportunité s'était présentée via un ancien client qui l'avait recommandé de partir pour Neom, elle avait suivi d'abord par amour, ensuite parce qu'elle avait pu transférer son dossier de l'université de Cambridge, affilié à Neom, et dont les frais de scolarité seraient pris en charge. Un avantage facilement négociable avec le poste que devrait occuper Valérie. Le jour où ils étaient arrivés dans l'aéroport délabré d'Heathrow pour monter dans un jet supersonique, en compagnie d'une quinzaine d'autres élus, il avait repensé à Serhey et c'est là seulement qu'il avait réalisé que le deuil était fait. Il ne partagerait jamais plus sa conscience avec un autre être au cœur de la bataille. Et à peine avait-il tiré un trait sur ce bonheur indescriptible qu'on lui avait enseigné à fusionner sa conscience avec un bataillon d'oiseaux terrestres par l'entremise d'un étrange serre-tête. Il se relève et, découvrant près de 10 autruches qui le suivent au pas et veillent sur lui, il trouve tout cela ironique. Sur un dispensaire graisseux, il aperçoit une bouteille de tequila pleine aux 2/3 et une tasse en fer relativement propre. Il l'emplit de moitié, considère le breuvage en le faisant tourner dans le cylindre métallique, puis le projette d'une traite dans son gosier. La saveur ronde et chaude de l'agave distillée glisse en lui et le détend instantanément. Les oiseaux sont retournés dans leur cage, ont cessé de le suivre à la trace. Il se demande s'il a rêvé. De retour à Al-Kahf en fin d'après-midi, Valérie ne trouve pas Lindsay. Une musique jazz, tout en contrebasse et saxophone discret, agrémentée de synthétiseurs au son chaud, joue dans l'appartement dont les murs diffusent le décor d'une banlieue pavillonnaire calme en fin de journée. Ce rêve de classe moyenne des pays riches, Valérie ne l'a jamais vécu. La barre d'immeuble dans laquelle il a grandi, en bordure de Zaporogier, sentait la mauvaise friture et ses cigarettes que les mères vieillissantes et surmaquillées fumaient à longueur de journée, assises devant de gros écrans d'ordinateur hors d'âge. Les pères étaient dehors ou morts, le plus souvent à l'usine. Grâce au téléchargement, les jeunes avaient pu découvrir ce mode de vie américain via les films et les séries. Des enfants qui avaient des BMX neufs qu'ils faisaient avancer sur des bandes de goudron bien lisses, entre de jolis érables rougis par l'automne. Des adolescents qui se retrouvaient en cachette pour boire de la bière, comme s'il s'était agi d'une boisson magique, et se partager un joint. La bière n'avait rien de magique. Les terrains vagues à l'orée des forêts chargées de déchets, les parcs pour enfants de l'époque soviétique où ils se retrouvaient avec d'autres jeunes, étaient des décors moins bucoliques que les banlieues mises en scène par Hollywood, et la bière y était un ingrédient banal, attendu. Un ingrédient dans lequel il avait trempé ses lèvres dès 12 ans. Il avait rapidement compris qu'il valait mieux ne pas trop y prendre goût. Les intrigues de son enfance avaient porté sur les mêmes thèmes que celles des séries. Il fallait éviter les grands,
surtout ce duo de russophones qui pratiquaient la boxe et aimaient tabasser les petits. On s'intéressait aux femmes, même si les jeunes et belles quittaient rapidement leur ville pour se rendre à Kiev, se faire entretenir par des adultes riches, parfois des vieux. On essayait les pétards, mais aussi les cachets, ecstasy, anxiolytiques, euphorisants. Et on rentrait dans l'appartement de sa mère en titubant, sans faire de bruit, pour contempler le plafond qui tournait jusqu'à devenir un vortex. Parfois, on vomissait depuis sa fenêtre, toujours en secret, toujours en silence. On espérait alors que la pluie, ou des chats du quartier, viendraient nettoyer les traces de l'indignité. Valérie commande la cessation de la musique et des images d'un bonheur obsolète, seulement possible pour les résidences qui peuvent se payer une milice privée. Le silence absolu se fait, les murs deviennent noirs comme des ardoises. Il a l'impression de flotter dans le vide, entouré des meubles du salon, éclairé par la lumière solaire des LED du plafond. Dans cet espace abstrait, sa veste posée à côté de lui sur le canapé, il ressort les quelques feuilles sur lesquelles il a pris des notes. Les chiffres prennent alors sens, ou, pour être exact, révèlent à quel point ils ne font aucun sens. Un projet suffisamment important pour mettre la ville en danger n'aurait pas pu passer sous les radars. Jean-Édouard, avec sa petite armée d'influenceurs, n'était pas passé sous les radars et il visait uniquement une unité d'habitation. Les conspirations qui impliquent trop d'humains aboutissent rarement. On trouve toujours quelqu'un pour parler. Il est possible que des insurgés se préparent à attaquer un objectif dont ils ignorent tout, mais il faut pour cela que d'autres planifient cette opération de grande envergure. Jean-Édouard, justement, c'est peut-être quelque chose. Valérie regrette d'avoir pris plaisir à humilier son indique la veille au soir. S'il avait été plus professionnel, il aurait profité de l'occasion pour obtenir de nouveaux renseignements. Il n'est peut-être pas trop tard. L'autre doit démarrer son activité de maintenance sur les robots de cuisine. Il sera forcément en service ce soir. Valérie y voit une chance de faire d'une pierre deux coups et il envoie un message à Lindsay pour lui donner rendez-vous au restaurant où travaille Jean-Édouard. C'est un établissement qui sert des spécialités d'Asie du Sud-Est, quelque chose dans ses moyens, et les sorties font toujours plaisir à sa bien-aimée. 5 secondes plus tard, comme si elle était en train d'attendre sur l'application de messagerie, leur conversation ouverte, se languissant de lui, elle lui retourne « OK », suivi d'un emoji bisou cœur. Il lui reste du temps et avant de prendre sa douche, il décide de faire quelques séries de tractions. Entretenir sa capacité à hisser son corps à la seule force de ses bras n'a pas une grande utilité à Neom. Escalader une unité d'habitation, ou les murs de la ville principale, est strictement interdit, en plus d'être dangereux. La violence physique est sévèrement punie, mais personne n'a besoin d'en venir aux mains de toute façon. Le conflit direct nuit aux intérêts économiques, il est toujours préférable d'ignorer son prochain. Mais Neom se force-t-il à penser parfois, ce ne sera peut-être pas pour toujours. Peut-être qu'un jour, on fera de nouveau appel à ses bras et moins à son cerveau. Si l'histoire lui a appris une chose, c'est que le vent tourne. Parfois, il tourne très vite. Aussi mieux vaut garder des épaules et des dorsaux efficaces. Et puis, ça rend Lindsay heureuse de poser ses délicates mains de porcelaine, terminées par de longs ongles artificiels, sur les durs flancs de son homme. Elle aime sentir qu'il pourrait la broyer, mais qu'il s'arrête juste avant. Ses muscles se contractent et s'étirent, raccourcissant puis allongeant ses tendons qui font bouger son squelette alors qu'il souffle, expire la brûlure de l'effort, les inquiétudes de la journée, le souvenir du prince joufflu et de Jorg, les heures à être resté assis dans la petite cellule de HSS. Quand ses pieds retombent au sol pour la dernière fois, que la trappe du mur s'ouvre pour réengloutir la barre de traction, il ne lui reste que le souvenir des autruches. Les autruches avaient quelque chose à lui dire, mais il n'a pas su l'entendre. Même avec son casque, il n'aurait pas pu. Toujours cette communication à sens unique, si limitée. Les avant-bras endoloris et le dos congestionné, il prend une douche rapide et se change avant de repartir pour l'unité d'habitation Al-Wissadah, qui abrite le restaurant où travaille Jean-Édouard. Il est tenté d'enfiler son costume couleur saumon avec une chemise mauve clair. Sous les néons du restaurant, dans le décor de jungle, il deviendrait fluorescent. Cela amuserait Lindsay, c'est certain. Mais ce n'est pas le moment d'attirer l'attention. Il opte donc pour un costume gris sombre avec une chemise d'un bleu identique à celle qu'il portait en journée, mais en coton et fraîche. Au moment de partir, il glisse à l'intérieur de sa poche l'émetteur tactique. Il n'y a quasiment aucune chance qu'il s'en serve, mais sans lui, il se sentirait nu, absolument désarmé. Juste avant de rejoindre le couloir de l'unité d'habitation, il ordonne au mur de l'appartement de diffuser le paysage extérieur. Des dunes roses, sous un crépuscule dégagé, se dessinent tout autour de lui.
Le plafond devient un dégradé de teintes rouges et mauves, le sol un tapis de pierre sans relief.